Ça y est, vous avez eu votre base de données, vous l'avez analysée, vous l'avez fiabilisée, vous avez analysé les données manquantes, les données aberrantes, les données extrêmes, les outliers, les données erronées, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez compris le comportement global de la population grâce aux analyses univariées. Vous êtes allé même plus loin. Vous avez analysé l'association qui existe entre les différentes variables grâce aux analyses bivariées. Et maintenant, vous vous demandez, que faire par la suite? C'est tout simple. Vous devez continuer avec des analyses multivariées. Qu'est-ce qu'une analyse multivariée? On va répondre à cette question dans cette vidéo parce qu'on va parler ensemble d'une méthode classique en analyse multivariée qui est l'ACP. Je vous laisse avec ma présentation et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que l'ACP? En fait, l'ACP signifie littéralement analyse en composantes principales. Généralement, lorsque vous travaillez en machine learning, vous commencez la plupart du temps avec une table qui a en ligne des individus et en colonne les caractéristiques de ces individus qu'on appelle variables. Ça peut être une caractéristique, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, ça peut être des millions. Bref, on peut avoir plusieurs variables dans la base de données, plusieurs caractéristiques. En général, on a besoin de faire des représentations graphiques de ces caractéristiques. Vous voyez que si on a 1, c'est facile. Si on en a 2, c'est facile de faire un plan pour pouvoir représenter ces caractéristiques. Si vous avez 3, on peut encore pousser vers la 3D. Imaginez, vous en avez 4. 4D, 5, 5D, 100, 100D. Est-ce qu'on arrive à le voir? En fait, à plus de 1000 dimensions, lorsque le nombre de dimensions est élevé, l'être humain n'est pas capable de voir les relations qui existent entre les variables. C'est la raison pour laquelle vous avez l'ACP qui vous permet de réduire de réduire les dimensions en gardant le maximum d'informations dans votre jeu de données. Donc, ce que vous devez retenir de l'ACP, c'est que c'est une technique qui vous permet de réduire les dimensionnalités de votre base de données en conservant le maximum d'informations. Ici, visuellement, j'ai représenté en fait un graphique où vous avez en 3 dimensions 3 variables de la base. Et l'ACP vous permet de passer à un espace plus réduit et voir à peu près des regroupements, des observations sur un espace plus réduit. Maintenant, pourquoi est-ce que vous devez mettre en place un ACP dans votre étude? Premièrement, ça vous permet d'analyser simultanément plusieurs variables en même temps. Ça vous permet d'analyser les relations entre plusieurs variables. Ça simplifie le nombre de dimensions, ce qui fait qu'on est capable de mieux voir. Et enfin, ici, on préserve le maximum d'informations. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Pourquoi choisir de faire l'ACP? Pour mieux visualiser les données. On peut visualiser les données en 2D ou encore en 3D et c'est facile à interpréter. Ce qui est super important, c'est que l'ACP vous permet de voir des relations cachées qui est dans votre jeu de données. En fait, lorsque vous faites des analyses bivariées, vous êtes capable de voir des relations 2 à 2. Mais grâce à l'ACP, vous pouvez voir des relations cachées entre plusieurs variables, vous pouvez voir des regroupements de variables et ça, c'est super intéressant. Et troisième point important sur l'ACP, c'est que ça vous simplifie vos analyses parce que ça réduit le nombre de variables et ça réduit le risque de multicollinéarité. Je m'explique. En fait, en général, avec l'ACP, ce qui se passe, c'est que on va prendre le jeu de données initial qui a 100 variables, 1000 variables. On va créer ce qu'on appelle de nouvelles composantes qui sont tout simplement la combinaison linéaire de toutes les variables de la base de données. Donc, les composantes principales qu'on utilise en ACP pour pouvoir faire la représentation en dimensions réduites, c'est tout simplement les combinaisons linéaires de toutes les variables de la base initiale. Lorsqu'on fait ces combinaisons linéaires, on se rassure que les axes factoriels en ACP sont orthogonaux. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de multicollinéarité parce que chaque axe factoriel apporte une information nouvelle. On verra ça plus en détail tout de suite. Et enfin, l'ACP vous permet de détecter des groupes similaires. C'est important pour pouvoir dresser le profil des clients de votre base de données, des individus de votre base de données et trouver des groupements similaires. En fait, en général, lorsque vous voulez faire un clustering, par exemple, c'est super important de mettre en place un ACP en amont pour pouvoir voir, in fine, au départ, les différents groupes que vous pouvez avoir. Donc, l'ACP vous permet de détecter les groupes et des profils d'individus. Et le point important en ACP que beaucoup de personnes négligent, c'est que l'ACP vous permet de détecter les outliers. Encore, lorsque vous avez fait votre ACP, vous allez trouver vos axes factoriels, vous avez fait la représentation graphique des individus sur cet axe factoriel. En général, les outliers sont complètement éloignés de tous les autres individus. Donc, l'ACP vous permettra d'identifier les outliers dans votre jeu de données. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça marche pour pouvoir faire une ACP? L'ACP, pour faire l'ACP, c'est comme dans toutes les analyses classiques. On commence toujours par analyser et gérer la qualité des données. C'est-à-dire identifier les valeurs manquantes et traiter
Bien sûr, en entreprise, on va le faire avec les business. Faire des imputations si nécessaire, supprimer. Ça, c'est vraiment un dernier recours, la suppression. Vraiment, faites attention, suppression, c'est un dernier recours. Une fois que c'est fait, la base est fiable, on va décrire la base de données. Ensuite, point central en ACP, c'est qu'il faut normaliser les variables si les échelles sont différentes parce que l'ACP, l'échelle en fait compte beaucoup en ACP. Il faut éviter l'effet de taille, donc normaliser vos données grâce aux techniques comme les Z-score, normalisation min-max et autres. La normalisation, c'est important en ACP parce que les variables qui ont une trop grande échelle, entre guillemets, auront trop d'impact sur votre modèle. Ça va, sur votre modèle, sur votre ACP, ça va un peu déformer vos résultats. Donc, pour éviter cet effet de taille, c'est comme ça qu'on appelle ça, normaliser toutes vos données. Une fois que les données sont normalisées, vous pouvez sélectionner les risques graves d'un point de vue bivarié, en analysant les corrélations, comme on a vu tout à l'heure, éliminer les informations redondantes, déjà pour aider l'ACP à choisir des variables, entre guillemets. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant faire l'ACP. Comment concrètement l'ACP marche en pratique? Comment est-ce que à partir d'une table de 100 variables, on est capable de réduire à quelques variables seulement? Déjà, généralement, lorsqu'on travaille en ACP, la première étape, c'est de créer ce qu'on appelle la matrice de corrélation. En fait, la matrice de corrélation ressemble à ceci, où pour toutes les variables, vous avez la corrélation avec les autres variables. Sur la diagonale, vous avez 1, ce qui signifie que c'est une parfaite corrélation. En fait, c'est la corrélation entre la variable et elle-même. Donc, la première étape en ACP, c'est de créer la matrice de corrélation sur les variables normalisées. C'est mis en gras ici, sur les variables normalisées. Deuxième étape, une fois qu'on a créé cette matrice de corrélation entre les variables, en ACP, l'idée, ce sera de décomposer cette matrice de corrélation pour pouvoir trouver ce qu'on appelle en mathématiques les valeurs propres et les vecteurs propres. Je vous évite en fait tous les détails techniques. N'hésitez pas à regarder le cours que je mets en description si vous voulez savoir plus sur le plan technique de comment est-ce qu'on arrive à trouver les valeurs propres ou les vecteurs propres de ces axes factoriels dont je parlais. Tout simplement, en fait, il faut retenir que la décomposition en valeurs propres, c'est une technique mathématique qui permet de décomposer une matrice carrée, comme la matrice de corrélation, en 3 matrices. Déjà, une matrice orthogonale qui va contenir les vecteurs propres, une matrice diagonale qui va contenir les valeurs propres et l'inverse de cette matrice orthogonale. Donc, ça peut prendre ça en fait. Première étape, j'ai ma matrice de corrélation. Deuxième étape, je décompose cette matrice de corrélation pour pouvoir avoir les valeurs propres et les vecteurs propres. C'est quoi les valeurs propres? C'est quoi les vecteurs propres? En gros, les vecteurs propres en ACP, c'est tout simplement la direction des composantes principales. À noter que les composantes principales, c'est tout simplement une combinaison linéaire de toutes les variables initiales. Donc, le vecteur propre représente la direction de cette composante principale. Tous les vecteurs propres en ACP sont orthogonaux parce qu'ils n'apportent pas la même information. Donc, ils doivent être orthogonaux. Et les valeurs propres en ACP représentent ce qu'on appelle la variable expliquée par chaque composante. Le point central ici, c'est que pour pouvoir déterminer ces valeurs propres, pour pouvoir déterminer ces vecteurs propres, en général, il y a un principe de maximisation de la variable expliquée. En gros, pour pouvoir faire l'ACP, on commence d'abord par déterminer le premier axe factoriel qui va expliquer la plus grande partie de la variance des données. En gros, généralement, sur le premier axe factoriel de l'ACP, qui est la combinaison linéaire de toutes les autres variables, vous avez la plus grande partie d'informations. Ok. On a trouvé la première composante principale. La seconde composante principale suit le même principe de maximisation, pardon. On va trouver la deuxième composante, celle qui va expliquer la plus grande part de variabilité restante. Donc, on commence par la première qui explique la plus grande variabilité de la base de données totale. Ensuite, deuxième qui va expliquer la plus grande part de la variabilité de ce qui va rester. Troisième, ainsi de suite. Donc, plus le nombre d'axes augmente, plus la variance expliquée par cet axe est faible. Donc, les premiers axes en ACP maximisent déjà la variance expliquée par le jeu de données. Voilà globalement l'ACP. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, les axes factoriels, c'est juste une combinaison linéaire de toutes les variables de départ. Deuxième point, pour pouvoir trouver les axes factoriels, on commence d'abord par représenter une matrice de corrélation entre les variables. Ensuite, on va identifier les valeurs propres et les vecteurs propres. Les vecteurs propres sont normaux, orthogonaux, pour éviter la redondance d'informations. Premier axe factoriel a la plus grande partie d'informations expliquées. Deuxième axe factoriel a la plus grande partie d'informations expliquées restantes, de variances expliquées restantes. Troisième axe, bon, bref, plus le nombre d'axes augmente, plus la part de variance expliquée devient faible. Donc, les premiers axes ont le maximum d'informations. C'est le principe d'optimisation qui est derrière
le choix des axes factoriels en ACP. Ça, c'est la vision macro. Pour la vision micro, il y a le cours en description. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir les axes factoriels en ACP? On a trouvé les composantes, on a trouvé le vecteur propre, les valeurs propres, vecteur propre qui était la direction. Comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel point je m'arrête pour pouvoir analyser mon jeu de données? Pour choisir le bon nombre de composantes en ACP, on fait souvent, il y a plusieurs règles. Première méthode que je recommande, c'est la règle du coude. En gros, on va crasser les variances expliquées par chaque composante. Par exemple, ici, on a la première composante qui explique 73% de l'inertie totale ou bien de la variabilité totale. Deuxième composante qui explique 22%. Troisième composante 3,7. Quatrième composante 0,5, ainsi de suite. En gros, on fait cette représentation graphique de pourcentage d'inertie expliquée par chaque axe. Deuxième étape, on identifie un coût à partir duquel moment, en fait, le gain d'inertie le gain de variance n'est pas très important. Ici, par exemple, on se rend compte qu'à partir d'ici, il y a un coude. Ça veut dire que le troisième axe n'apporte pas beaucoup d'informations. Donc, pour pouvoir analyser le jeu de données qui est représenté par ce graphique, on doit utiliser uniquement 2 axes factoriels. Donc, retenez juste que pour pouvoir choisir les axes factoriels, le principe c'est de maximiser la variance expliquée tout en réduisant le nombre de dimensions. Donc, les premiers axes ont le plus grand nombre de variances expliquées. Donc, on utilise la règle de coude au moment où le gain de variance n'est pas très important. Comme ici, le gain de variance n'est pas très important à partir du troisième axe. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de choisir uniquement 2 axes. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle de coude. La deuxième règle que vous pouvez appliquer, c'est ce qu'on va appeler la variance expliquée. Tout simplement, en fait, en général, vous pouvez vous dire dans votre étude, moi, je vais choisir uniquement 2 axes factoriels parce que ça explique déjà 70% de l'information. En général, la règle, c'est 70%, 80%, 90% à peu près. Donc, plus le nombre d'axes que vous avez donne déjà une grande part de variance expliquée, plus le nombre d'axes que vous avez est très pertinent. Mais en général, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre d'axes factoriels dépend de votre objectif. Si l'objectif, c'est juste de faire de la visualisation, en général, les 2 ou les 3 premiers axes factoriels, c'est complètement suffisant. Au-delà de 4, franchement, ça devient compliqué à expliquer. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut avoir un maximum d'informations avec le moins d'axes factoriels possible. Il faut donc prendre 2 à 3 max. Au-delà de 4, ça devient compliqué. Donc, voilà. Une fois qu'on a choisi le nombre d'axes, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire la représentation graphique? En général, c'est avec l'outil que vous allez le faire. Mais l'idéal, c'est que lorsque vous faites de l'ACP, vous devez toujours faire ce graphique que moi j'appelle la superposition des individus et des variables. En gros, pour les variables, on va projeter chaque variable sur les axes factoriels qui ont été choisis. On va faire ce qu'on appelle un cercle de corrélation, c'est ce qu'il y a ici. Et généralement, comment est-ce qu'on interprète ce cercle de corrélation? Plus une variable, en fait, est proche du cercle, plus cette variable est bien représentée sur l'axe factoriel. Par exemple, si je prends le premier axe factoriel ici, les variables de disponibilité des vendeurs, compétences des vendeurs et courtoisie des vendeurs sont très bien proches du cercle, sur l'axe 2 ici. Ça veut dire que ces variables sont bien représentées. On peut les interpréter. En contrario, si je prends plutôt la variable courtoisie des vendeurs et que je projette sur l'axe des Y, vous voyez que cette variable n'est pas proche du cercle. Conséquence, elle n'est pas bien représentée. En fait, en général, il y a ce qu'on appelle le cosinus carré qui vous permet d'avoir la qualité de représentation des différentes variables. Plus le cosinus carré de la variable est plus proche de 1, plus la variable est bien représentée. En général, il faut choisir des variables. Il faut interpréter les variables seulement lorsque le cosinus carré est supérieur à 0,5, par exemple. On le verra lorsqu'on fera la partie pratique. Mais c'est ça, de retenir juste que plus la variable est proche du cercle sur un axe, mieux c'est. Et en ACP, lorsque les variables sont proches, comme les 3 variables qui sont ici, plus la corrélation entre ces variables-là sont positives. Comment est-ce qu'on peut interpréter ceci? Ça veut tout simplement dire que sur le premier axe factoriel, les villes dans lesquelles la disponibilité des vendeurs est importante, les compétences de ces vendeurs sont également bonnes et ces vendeurs sont également très courtois. On peut illustrer ça avec des villes comme Toulouse, Bordeaux, parce que Toulouse et Bordeaux sont proches d'ici. Donc, globalement, c'est un peu comme ça qu'on interprète l'ACP. Et sur l'axe de X1 ici, on peut dire en fait, le choix proposé est bien représenté parce que c'est proche du centre du cercle, proche du cercle ici. La facilité pour trouver le produit cherché est bien représentée également. Ça veut dire quoi? Sur cet axe, on aura des villes dans lesquelles c'est facile de trouver un produit et il y a pas mal de choix, comme Paris, Marseille. Donc, ce qui va se trouver ici seront les villes qui vont illustrer ce qu'on aura observé ici. Par contre, si je projette le choix proposé sur l'axe des X,
Vous voyez qu'ici, ce ne sera pas proche du cercle, donc c'est très mal représenté. On n'interprète pas. On n'interprète pas des variables qui sont mal représentées. On interprète uniquement une variable si le cosinus carré est supérieur à 0,5. Donc, si la flèche est proche du cercle, lorsque deux variables sont proches, elles sont positivement corrélées. Lorsque deux variables sont opposées, ici, on n'a pas forcément le cas, mais s'il y avait une autre variable ici, elles seront négativement reliées avec les variables qui sont juste là. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez interpréter l'ACP. Rassurez-vous toujours d'avoir le cercle de corrélation pour pouvoir interpréter les variables, mettre une projection des individus pour pouvoir avoir des individus qui illustrent ce que vous observez. Comme ici, j'ai observé que les villes dans lesquelles la disponibilité des vendeurs est importante, la compétence des vendeurs est élevée et les vendeurs sont courtois, les villes qui illustrent cela, on a Toulouse, Bordeaux. Ceux qui habitent à Toulouse ou à Bordeaux, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai, si dans ces villes-là, les vendeurs sont souvent courtois. Et à Paris, apparemment, il y a beaucoup de choix et c'est facile de trouver les produits qu'on recherche. Donc, les individus en général permettent d'illustrer ce qu'on observe sur le graphique. Donc, faites toujours une représentation individu-variable pour illustrer vos propos, pour pouvoir mieux analyser l'ACP. Donc, je résume deux choses importantes en ACP. Premièrement, lorsqu'on fait la projection des variables sur le plan factoriel, on interprète uniquement les variables qui sont proches du centre, proches du cercle, de bord du cercle, pas du centre, surtout pas du centre. On interprète les variables qui sont proches du bord du cercle. Lorsque deux variables sont proches, collées entre elles, elles sont positivement corrélées. Si deux variables sont complètement écartées, elles sont négativement corrélées. Les individus qui sont à côté des flèches qu'on analyse permettent d'illustrer l'observation qu'on fait sur le plan graphique. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'en ACP, on utilisait uniquement les variables quantitatives. C'est vrai, pour pouvoir construire les axes factoriels, c'est vrai qu'on utilise uniquement les variables quantitatives, notamment sur la matrice de corrélation, vous avez vu les étapes. Mais on peut également intégrer les variables catégorielles en ACP. Et ça, j'aimerais que vous intégrez ça, parce que c'est très important. On peut intégrer les variables catégorielles en ACP. Comment? Tout simplement en les mettant comme variables supplémentaires. En gros, comment ça se passe? C'est que on va construire nos axes factoriels avec le processus d'optimisation que je vous ai décrit. Ensuite, on va trouver les coordonnées de cette nouvelle variable catégorielle sur ces axes factoriels, tout simplement. En gros, il n'y aura rien. Elles ne vont pas contribuer à la construction des axes, mais on pourra les projeter sur ces axes factoriels. Donc, c'est pour ça qu'on les dit, on les met en supplémentaire. Et pour pouvoir les faire en général, on fait ce qu'on appelle, on dichotomise la variable 0,1 pour chaque modalité et on fait la projection sur le même graphique qu'on avait ici. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Ce que vous devez retenir, c'est que l'ACP, c'est une technique qui vous permet de passer d'un espace trop grand à un espace réduit en conservant le maximum d'informations. Les axes factoriels, c'est tout simplement des combinaisons linéaires des variables de départ et chaque axe apporte une nouvelle information. Donc, il n'y a pas de redondance, il y a de l'orthogonalité. Troisième point, on travaille sur des données quantitatives, mais on peut rajouter des variables qualitatives en supplémentaire. Les données doivent être normalisées pour éviter l'effet de taille au cas où vous avez des échelles trop disparates. Troisième point, il faut choisir le bon nombre d'axes factoriels, soit avec la règle du couple, on choisit soit avec la variance expliquée, le maximum soit 70%, évitez d'avoir plus de 3 axes factoriels si vous voulez faire de la visualisation parce que après ça devient trop compliqué. Lorsqu'on analyse les variables, on évite d'interpréter les variables qui sont au centre du cercle. On interprète uniquement les variables qui se collent sur le bord du cercle parce qu'elles sont bien représentées. Lorsque les variables sont d'un même côté, elles sont corrélées positivement. Lorsque les variables sont opposées, elles sont corrélées négativement. Lorsqu'on interprète le graphique des variables, il faut rajouter les individus pour pouvoir illustrer ce qu'on a observé sur le plan des variables. Donc voilà, globalement, les individus sont illustratifs. Les variables peuvent être corrélées positivement ou négativement. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Faites tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.